Je tiens à préciser que je filme cette vidéo le lundi 13 avril et que les choses peuvent changer extrêmement rapidement. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir si la chute du stock market, donc l'effondrement de la bourse, est enfin terminée et est-ce que c'est l'opportunité pour justement faire un tapis et acheter tout ce qu'on trouve pour la prochaine expansion. Alors je te recommande vraiment de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est vraiment là où tout va commencer à rentrer dans l'ordre et on va aussi faire une analyse technique sur les graphiques directement du stock market et voir ce qu'on pourrait anticiper pour l'année qui vient. Donc le Covid-19. Donc comme tu sais, il y a eu un énorme impact financier sur les marchés et on a vu une chute qui a atteint moins 34% sur les indices boursiers américains. Mais ce qui est encore plus impressionnant que la chute de 34%, c'est la volatilité qu'il y a eu avec ce mouvement. Donc je vais vraiment te présenter 3 records boursiers qui ont été atteints le mois dernier, donc en mars 2020. Le lundi 9 mars, le Dow Jones a perdu 2010 points en une seule journée, ce qui équivaut à une chute de 7,8%. Donc évidemment, tous les médias ont appelé ça le nouveau Black Monday de 2020, parce que c'est la plus grande chute en termes de points dans l'histoire du stock market. 3 jours plus tard, le 12 mars, le Dow Jones a perdu 2350 points, donc a battu le record qu'il avait fait littéralement 3 jours avant, avec une chute totale pour cette journée de 9,9%. Puis après ça, 4 jours plus tard, le 16 mars, le Dow Jones a perdu 3000 points, cette fois en une seule journée, donc encore une fois un nouveau record, avec une chute totale de 12,9% pour la journée. Pour te donner une idée, c'est 0,1% plus violent que le Black Monday de 1929. Bon, maintenant pour calmer l'atmosphère, je tiens quand même à préciser que plus le stock market est à des prix élevés, plus la valeur d'un point perd de signification, tout simplement parce que ça représente un plus petit pourcentage du prix. Donc c'est vrai qu'en termes de points de chute, on a atteint des valeurs qu'on n'a jamais atteint auparavant, mais si on regarde le pourcentage de chute, on n'a toujours pas battu les niveaux du 19 octobre 1989 avec une chute totale, donc en une session de trading, de 22%. Bon, je vais pas te saouler avec la cause de ces chutes dramatiques, je pense que tu as assez entendu le mot coronavirus dans les médias. Donc avant toute cette pandémie, il faut savoir que le stock market, donc les marchés financiers, étaient pas dans leur meilleure forme non plus, d'accord? Il y avait énormément d'incertitudes causées par le launch du trade war de Trump par rapport à la Chine. Maintenant, l'autre petit indice qu'on a pu voir l'année passée se trouve dans le yield curve, donc la courbe de rendement en français. Bref, pour simplifier le truc, un yield curve, c'est tout simplement une courbe sur laquelle tu vois quel rendement un investisseur reçoit par rapport à la durée de maturité de l'obligation qu'il achète. Au passage, une obligation, c'est ce qu'on appelle en anglais un bond. Donc par exemple, toi en tant qu'investisseur, tu vas me prêter de l'argent pendant 1 mois, donc en quelque sorte tu vas m'acheter une obligation d'une durée de 1 mois, donc je vais te rembourser dans 1 mois avec un petit intérêt. Pourquoi un petit intérêt? Parce que tu sais qu'il y a de fortes chances que je te rembourse dans 1 mois, parce qu'il y a peu de chances que je fasse une grosse erreur d'ici là. Maintenant, si tu me prêtes de l'argent pendant 10 ans, évidemment tu vas me demander un intérêt qui va être beaucoup plus élevé, parce que tu sais que dans une période de 10 ans, il y a plus de chances que je fasse de la merde et que je puisse pas te rembourser. Donc un yield curve en bonne santé, c'est quand les obligations à court terme payent un intérêt qui est inférieur aux obligations à long terme, c'est logique. Donc ici tu peux voir un exemple en 2014 où la courbe de rendement était en bonne santé. Maintenant ce qui s'est passé en 2009, c'est que cette yield curve, donc cette courbe de rendement, s'est inversée. Donc les intérêts des obligations à court terme sont devenus supérieurs aux intérêts des obligations à long terme. Et qu'est-ce que ça nous montre? Bah tout simplement que les investisseurs pensent qu'il y a un risque plus élevé dans le court terme que dans un futur lointain, hyper incertain. Donc en gros, c'est qu'à court terme, il y a quelque chose qui sent pas bon. Maintenant, pour te donner une idée de la puissance de cette courbe de rendement, elle s'est inversée juste avant la crise de 2008, avant la crise de 2001, de 1991, de 1981 et peut-être aujourd'hui en 2020. Donc petit à petit, au fur et à mesure de notre analyse, on arrive à un de mes points principaux. La combinaison d'un crash boursier plus une inversion du yield curve peut signaler une crise. Maintenant, une pandémie, comme tu sais, ralentit l'expansion économique. Mais dans le cas du Covid-19, c'est un autre délire. L'économie mondiale est en stand-by et il n'y a plus aucun échange. Ça sent pas bon. Donc un crash boursier plus une inversion du yield curve plus une pandémie mondiale peut facilement déclencher une crise globale. En regardant les chiffres, on sait qu'une récession moyenne dure environ 11 mois. Donc honnêtement, ça me fait un peu rire quand je vois des personnes qui, après 1 mois de bear market, disent que tout est fini et on est reparti pour une phase d'expansion encore. Donc évidemment, tout est possible,
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est regarder les probabilités, qu'est-ce qui est plus probable, et faire des décisions grâce à des faits et grâce à des probabilités écrites noir sur blanc, plutôt que grâce à des émotions et à des sentiments. De plus, si on regarde les points minimums en temps de crise, donc les meilleures opportunités d'achat, elles arrivent quand tout le monde est découragé et quand surtout personne ne veut mettre de l'argent en bourse, ce qui paraît extrêmement risqué. C'est ce qu'on appelle When there is blood on the street, donc quand il y a du sang dans les rues. C'est une citation très célèbre du grand investisseur Warren Buffett. Et pour moi, en ce moment, il n'y a pas assez de blood on the street. D'accord, les gens sont littéralement chez eux à chiller devant Netflix et la plupart sont même payés à rien foutre. Du coup, on est en train de voir énormément de petits investisseurs particuliers qui veulent investir en bourse en ce moment parce qu'ils voient l'opportunité du siècle, parce que les marchés sont en baisse et ils veulent surtout pas rater la prochaine phase d'expansion comme 2019 et 2018-2017 nous a habitués à des nouveaux records toutes les semaines. Donc ça, c'est typiquement une émotion de FOMO, donc Fear of Missing Out, mais malheureusement, il faut quand même regarder la réalité en face. Les petits investisseurs particuliers lambda sont pas ceux qui gagnent de l'argent en bourse ou sur les marchés financiers. Donc je sais que vous êtes nombreux à attendre une analyse technique sur les graphiques du stock market, donc c'est parti. Et juste avant ça, je te laisse un petit peu de temps pour mettre un like sur cette vidéo et t'abonner ici. Donc j'ai décidé d'analyser le S&P 500, tout simplement parce que pour moi c'est l'indice qui montre en fait de manière la plus juste ce qui est en train de se passer de manière globale. Tout simplement parce que donc, le S&P 500 c'est les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Et évidemment, c'est l'indice qui a le plus grand market cap, donc où il y a le plus de volume monétaire lié à l'indice. Donc la première analyse qu'on va faire ici, c'est une analyse temporelle. Donc on va vraiment regarder les bear markets, donc c'est ce qu'on voit ici, toutes les chutes, toutes les crises, combien de temps elles durent en moyenne. Donc c'est ce qu'on a vu précédemment, et on a dit que ça durait généralement 11 mois, d'accord? Donc ça c'est la moyenne, et ça peut doubler, ça peut aller jusqu'à, on va dire, une vingtaine de mois. Donc ça, on va vraiment le regarder sur le graphique. Ça, c'est un graphique en monthly. Donc chaque bougie, c'est un mois, d'accord? Donc là, on voit que c'est en février 2020. Donc je vais mettre ici en rouge des lignes pour montrer jusqu'où est la moyenne. Donc quand est-ce que le bear market dans lequel on est en train de rentrer, quand est-ce qu'il devrait se terminer, d'accord? Et jusqu'où il pourrait aller. Donc comme tu le vois ici, on a commencé en février. Et tout simplement, ce bear market, les probabilités font qu'il y a des chances qu'il se termine en février 2021 ou en fin 2021, d'accord? Ça, c'est tout simplement juste les probabilités, comme tu l'as vu, avec la temporalité, combien de temps dure un bear market, d'accord? Donc, ça devrait se terminer, on va dire, entre ici et ici. Ça, c'est là où il y a les probabilités. Maintenant, si on analyse la moyenne des baisses, d'accord? Donc, pour le voir un petit peu mieux, je pense qu'il faut aller sur donc, un graphique log. Log, c'est tout simplement fait pour regarder un graphique qui est exponentiel. D'accord, quand un graphique est exponentiel, je pense que tu as dû le voir en maths, même au collège ou des choses comme ça. Un graphique log, c'est pour voir quelque chose qui est exponentiel, et le stock market, à très long terme, est une valeur exponentielle. Donc, la moyenne des chutes d'un bear market est d'environ 36%. D'accord, donc quand le marché chute, il chute d'environ 36%. Ça, c'est juste une moyenne. Et la plus grande baisse qu'on ait vue, si on enlève évidemment la grande dépression de 1929-1930, ça a été donc en 2008 avec moins 54%. Donc on est d'accord que les probabilités, encore une fois, font que ce bear market, il y a de fortes chances qu'il atteigne entre moins 36% et moins 54%. D'accord? Donc on va enlever un graphique log. Donc tu peux voir que c'est cette zone ici. J'ai dessiné juste là les moins 36%, juste ici les moins 54%. Donc on peut voir que c'est dans ce gros cadre gris que j'ai dessiné que le marché devrait se terminer et puis commencer à se renverser. D'accord? Donc maintenant, si on utilise les deux analyses qu'on a faites, c'est-à-dire la chute moyenne plus la durée moyenne, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ce petit carré-là, d'accord, que j'ai envie d'appeler le carré d'or. Littéralement, pourquoi? Parce qu'on a... Évidemment, c'est une moyenne, donc ça va plutôt être aux alentours d'ici, ça peut pas être parfait, mais pour moi, les probabilités font que le S&P, il y a énormément de chances qu'il retourne, on va dire, et qu'on voit un renversement dans ces eaux-là, d'accord? Pas ici, ce qu'on est en train de voir.
on est d'accord que c'est bien trop court par rapport à la moyenne. Je dis pas que ce n'est pas possible, mais les probabilités sont pas du tout là. C'est peu probable qu'on termine maintenant avec une chute pareille, aussi rapide, et puis qu'on remonte au quart de tour. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, ça c'est vraiment la zone à regarder. Ce qu'on va essayer de voir maintenant, c'est par exemple en 2008, comment est-ce que le marché est descendu jusqu'en bas. Donc pendant la crise, est-ce qu'il y a quelque chose qui revient? D'accord? Et comme tu vois, bah, bien sûr que oui en fait. Donc ça, c'est la crise de 2008, comme tu peux le voir. Qu'on voit, c'est qu'on a eu un drop, d'accord? Donc on a eu cette chute, puis une correction avec une très belle trendline, donc ce qu'on appelle counter trendline, d'accord, qui a soutenu la correction. Puis dès que ça s'est cassé, on a eu un gros drop, d'accord. On a eu la même chose ici, une correction avec une très belle trendline qui, une fois cassée, c'est terminé. Ici, la même chose, d'accord. Donc là, on voit que c'est quelque chose qui est pareil, c'est très très similaire. Et évidemment, pendant ces périodes-là, bah, les médias vont dire, bah, c'est sûr que le marché est en train de remonter. Mais si tu regardes vraiment ce qui est en train de se passer, on est juste dans des phases de correction qui sont en train de former une counter trendline. Dès qu'elle est pétée, on va à la baisse, d'accord? Ce qu'on est aussi en train de voir, c'est que généralement ces corrections viennent au niveau Fibonacci. Donc les niveaux Fibonacci, c'est juste des chiffres d'or où justement on va chercher à ce que les corrections s'arrêtent dans ces niveaux Fibonacci, d'accord? Donc comme on voit ici, ça c'était on va dire la première impulsion totale. Et ça est venu se loger juste au 61,8%, 50% avant de repartir. La même chose ici. Si on fibre ce mouvement-là, qui est l'impulsion, on est en train de voir la même chose. On a rejeté les 50% et c'est reparti. Okay, donc ça, c'est clairement un pattern qui revient en temps de crise. Okay, donc maintenant, on va essayer de regarder 2020. Alors, ce qu'on est en train de voir là, c'est donc évidemment la chute du Covid-19 a commencé ici. On a vu notre belle impulsion, d'accord? Qu'est-ce qu'on a vu par rapport à 2008? Exactement la même chose, le ABC avec le counter trendline qui, une fois cassé, s'est totalement cassé la gueule. Et les personnes qui traitent avec moi, qui sont dans ma formation, etc., je pense, se souviennent très très bien de ce moment-là parce que tout le monde le regardait évidemment. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de voir sur le marché? Exactement la même putain de formation, d'accord? Avec exactement pareil, cette counter trendline. D'accord? Donc, encore une fois, je suis pas là pour deviner ce qui va se passer, mais tout simplement juste regarder ce qui se passe généralement, quelles sont les probabilités. Et personnellement, en voyant ça, je trouve juste que les probabilités font, il y a de fortes chances que le prix revienne, premièrement, au niveau Fibonacci. J'espère que tu te rappelles, on a fibé tout ça. Les niveaux Fibonacci, on est en train de rejeter les 50%. Si on casse cette counter trendline, il y a de fortes chances qu'on part à la baisse encore une fois et qu'on dégueule comme on l'a fait juste avant. Si maintenant on va aussi regarder comment ces crises, donc par exemple 2008-2001, les plus récentes, comment elles se sont terminées, d'accord? À quoi ressemblent les bottoms, comme on dit. Alors très simple, on va regarder 2008, donc comme tu as vu, ça c'est le pattern qu'on voit souvent, c'est-à-dire les corrections puis les baisses. Il y en aurait sûrement une autre ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit, d'accord? Donc, littéralement le bottom, d'accord, la capitalisation. Qu'est-ce qu'il y a eu? Donc si tu trades, je vais le reconnaître très vite, un inverse head and shoulder, donc en français une épaule, tête, épaule inversée. Donc ça c'est un pattern de retournement, un pattern de renversement qui est extrêmement commun et extrêmement, on va dire, puissant, d'accord? On est en train de voir une crise et à moins 55, moins 54%, on est en train de voir un pattern comme ça. Bon, d'accord, ça montre tout simplement, ok, ici on le regarde bien, que ici on a eu des acheteurs, puis les acheteurs sont revenus à un prix qui était plus bas, d'accord, les 680. Ils l'ont poussé jusqu'ici, les mêmes vendeurs qui étaient là sont revenus vendre le S&P 500, puis les acheteurs sont rentrés, et les vendeurs qui étaient à ce niveau-là, donc les vendeurs de 940, ok, ne sont pas venus, donc tout simplement les acheteurs ont pris le dessus. Maintenant, si on regarde à comment la crise de 2000 s'est terminée, on voit que c'est extrêmement similaire à ce qui s'est passé en 2008, d'accord? On est en train de voir, on a eu donc les belles corrections, etc. à la baisse, mais comment est-ce qu'on a terminé? On a terminé avec ce qu'on appelle un triple bottom. Donc le marché, comme tu vois, il a fait, on va dire, une formation assez similaire à 2008, dans le sens où c'était pas un inverse head and shoulder, mais on a eu des acheteurs qui sont rentrés ici, qui ont rejeté le prix, puis des vendeurs, les acheteurs sont revenus au même prix, encore des vendeurs, les acheteurs sont revenus encore à peu près au même prix, et puis c'est à ce moment-là que les vendeurs ont je sais plus comment on dit, capitalisé ou quelque chose, et les acheteurs ont vraiment pris le dessus,
Et c'est là qu'on a vu finalement cette crise être terminée. Donc encore une fois, c'est un pattern très logique et extrêmement bien construit qui termine cette récession. Donc dans notre exemple de 2020, ok, si on va en daily chart, c'est ce qu'on était sur 2008 et 2000, est-ce qu'on est en train de voir un pattern absolument évident de renversement, de retournement? Pas du tout. D'accord? Le seul pattern qu'on est en train de voir, à mon goût, c'est ce pattern de ABC qu'on a vu ici aussi, d'accord? De ABC pour plus de baisse encore une fois. Donc pour moi, toutes ces infos que je viens de te montrer sur ce graphe, c'est les raisons pour lesquelles je pense que ce bear market n'est pas fini. D'accord? Comme je te dis, on n'a pas vraiment un pattern de retournement, d'accord? On n'est pas en train de le voir. Si on a un pattern, c'est clairement quelque chose à la continuation. Plus la temporalité fait que cette crise n'est pas vraiment finie. Enfin, les probabilités font qu'elle n'est pas finie. Pareil pour le pourcentage de chute. Enfin bon bref, je vais pas te réénumérer tout ça, mais je pense que je t'ai assez montré de choses. Donc je le dis toujours, un trader va pas prendre des positions ou investir dans quoi que ce soit parce qu'il entend aux infos, ou même Bloomberg ou quoi que ce soit, qui est en train de dire que la crise est finie, etc. D'accord? Faut vraiment regarder à ce qui s'est passé, avoir le plus d'informations possible devant les yeux et voir quelles sont les probabilités. D'accord? Je dis pas qu'il y a 100% de chances que ça continue à la baisse, d'accord? S'il faut, je me trompe, et puis on va monter, aller chercher les 4000, d'accord? Mais je trouve que c'est juste beaucoup moins probable que cela arrive, et les probabilités, je trouve que il y a énormément de probabilités que on continue notre bear market, et voilà. Donc je partage avec toi toutes ces infos gratuitement pour que tu comprennes vraiment que tu peux pas jouer au jeu de l'investisseur seulement en suivant ce que disent les médias ou en écoutant ce que ton pote Robert, qui a jamais une thune en compte en banque, a à te dire ou a à te conseiller. Donc si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à la partager sur les réseaux et puis voilà, à plus.